J'en ai retenu deux sur lesquelles on pourrait rester un petit moment. La première, c'est cette sorte de dévastation anthropologique que vous prenez à bras-le-corps et que vous résumez à travers la mort du père et la mort des pères. Alors ça, c'est un morceau de choix que vous aimez beaucoup et qui permet non seulement de parler des pères, mais de parler des mères, de parler des femmes et de parler des enfants. Bah, si vous voulez, en fait, vous savez, dès après la Révolution française, en 1789, Balzac écrit en guillotinant Louis XVI, on a tué tous les pères. Donc c'est pas nouveau, comme thèse et comme thématique, c'est très ancien. Mais la différence, c'est que, si vous voulez, il y a une logique après la Révolution. Bonaparte remet le père sur le trône. Il le remet sur le trône dans la famille. C'est le fameux code civil qu'aujourd'hui on lui reproche tant. Mais il faut bien comprendre qu'il venait après la Révolution, après ce désordre incroyable, en particulier au Directoire. Le Directoire est une période très peu connue, très mal connue des gens, et qui ressemble beaucoup à la nôtre. Où il y a beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup à l'époque post-68 ans. Libération sexuelle, divorce de masse, niveau scolaire qui s'effondre. C'est très intéressant comme période, et Bonaparte réagit à ça. Et il essaie de rétablir l'ordre en remettant le père dans toutes les institutions, dans la famille, dans l'État, et lui à sa tête. Mais il va perdre. Et à partir de là, si la société française et les familles et l'administration et l'école sont régies pendant 150 ans par le régime napoléonien, il n'en est pas de même de la politique, des institutions. Ça, il faudra attendre le général de Gaulle pour remettre un père à la tête de la nation. C'est de Gaulle et l'élection du suffrage du président de la République au suffrage universel. Donc en fait, deux hommes ont mis 150 ans à rétablir la hiérarchie, la verticale, vous savez comme on dit en Russie aujourd'hui. Poutine se vante beaucoup d'avoir rétabli la verticale du pouvoir. Et ben, en France, c'était exactement la même chose. Les deux hommes ont mis 150 ans à rétablir la verticale du pouvoir partout, de la famille à l'État. 68 et après, et la destruction de cette règle de la verticalité partout, et dans l'État et dans la famille. Donc on décapite tous les pères. C'est pour ça que je commence le livre avec deux choses qui m'ont paru. Vous savez, la chronologie parle, vous avez remarqué dans le livre, la chronologie parle tout le temps. C'est très impressionnant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des événements qui n'ont apparemment rien à voir veulent dire tous la même chose et qui sont la même année. C'est très impressionnant. Vraiment, moi ça m'a fasciné à écrire pour ce livre. Et là, en 70, on a deux événements à quelques mois l'un de l'autre. C'est la mort du général de Gaulle, c'est l'événement le plus connu, la mort du dernier père de la nation. Comme dit Philippe Muret, après viendra le temps des papas poussettes. Le 4 juin 1970, la loi qui abolit la puissance paternelle. Si vous voulez, là il y a une rencontre formidable. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, si vous voulez, à partir du moment où il faut lire évidemment, Aldo Naouri vous l'explique très remarquablement, qu'est-ce que c'est que le père? C'est celui qui dit non, c'est celui qui impose la loi, donc c'est celui qui empêche la toute-puissance du désir, de l'enfant jusqu'au caprice. Hein, thèse archi connue maintenant, et qui fait assez autorité. À partir du moment où le père est interdit et qu'il doit se contenter au mieux d'être une seconde mère à qui on dit fais ci, fais ça, et sinon il dégage, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. C'est-à-dire que soit le père ne voit plus ses enfants parce qu'il est divorcé, et que d'ailleurs il ne veut plus les voir, parce que si vous voulez, ça encourage une irresponsabilité inouïe. Il ne faut pas se cacher, hein, c'est pas les pères les victimes. Je ne suis pas en faire de la victimisation. Moi, je refuse la victimisation pour tout le monde. Il n'y a pas de victime et il n'y a pas de bourreau. Il y a des évolutions. Ça, c'est une première chose. Et donc, deuxièmement, ou alors ils sont transformés en deuxième mère. Mais la loi du père est quelque chose d'interdit et même de refusé par les nouvelles générations de pères. À partir de ce moment-là, l'enfant est dans la toute-puissance. Hein, Naouri explique ça très bien. Et alors moi, j'ai coutume de dire, c'est très simple, le roi a été guillotiné, donc on est sous une régence, la mère est régente, et comme toujours quand il y a des régences, quand il y a eu Anne d'Autriche, quand il y a eu toutes les autres régentes, c'est évidemment pour l'enfant roi. Et donc, l'enfant est roi, il domine,
Et derrière l'enfant roi, vous avez bien compris que c'est le marché qui est son maître. Puisque l'enfant roi veut consommer. En tout cas, tout est fait pour qu'il consomme. Et la mère ne dit pas non à la consommation, puisqu'elle est là pour subvenir et remplir les désirs de ses enfants. Donc, comme le père n'a plus le droit de dire non, il n'y a plus personne qui dit non. C'est exactement ce que voulait le marché. Parce que cette évolution rencontre, on a bien compris, l'évolution du capitalisme. Le capitalisme, au XIXe siècle, est un capitalisme patrimonial. C'est un capitalisme d'épargne, qui repose sur la constitution de patrimoine et d'épargne. Et donc, c'est ce qui explique la structure familiale qui se met en place avec la dichotomie qui n'existait pas avant, contrairement à ce que disent les féministes, la dichotomie de la femme à l'intérieur systématiquement et l'homme à l'extérieur. C'est le capitalisme du XIXe siècle qui impose ça. Et si vous voulez, pourquoi? Pour que la femme puisse justement assumer la constitution du patrimoine. Bon, elle-même devenant un patrimoine d'ailleurs, avec les dots, etc. Et à partir de l'évolution des années 20, Christopher Lasch, un grand sociologue américain, explique que dès les années 20, le capitalisme américain bascule et devient, si vous voulez, il y a une double transformation. Un, les ouvriers deviennent des robots, c'est-à-dire que, vous savez, c'est le film de Charlie Chaplin, le taylorisme. Et deux, le capitalisme américain a une crise de surproduction, c'est la crise de 29, qu'il faut régler par la consommation. Et il faut toujours plus de consommation, c'est pour ça qu'on commence à mettre en place la publicité, etc. Et donc, Christopher Lasch explique fort bien qu'il faut donc adapter la société américaine à ces nouvelles contraintes. Et donc, il faut détruire le patriarcat, qui est un frein à la consommation, puisque le père dit non, et qui est un très mauvais consommateur. Et en plus, il faut le briser, il faut briser le patriarche ouvrier pour qu'il aille dans les usines à serrer des boulons bêtement toute la journée et non pas à continuer son savoir-faire, etc. Vous voyez, cette double évolution. Cette double évolution-là, qui naît aux États-Unis dans les années 20-30, va obtenir l'adhésion, si vous voulez, et le soutien évidemment, les premières féministes, mais aussi et surtout de toute l'armada de psychanalystes, de presse féminine, vous voyez, etc., qui va commencer à expliquer que l'important, ce n'est pas la famille, ce n'est pas la pérennité du nom, ce n'est pas l'honneur, mais c'est le bonheur. Le bonheur individuel, au jour le jour, hédoniste, et donc consommateur. Et tout ce modèle, si vous voulez, de société qui est mis en place par le capitalisme américain dès les années 20, va être imité par le capitalisme européen dans les années 60. Et c'est ça que nous allons connaître dans les années 60. Et donc, le génie du capitalisme va être de se servir des mouvements d'émancipation soi-disant progressistes de gauche, vous voyez, individualistes, féministes, etc., pour asservir toute la société à ses besoins et à ses objectifs. Et c'est le grand talent, si vous voulez. Marx aurait été ravi de voir ça, si j'ose dire. Il aurait confirmé la plupart de ses thèses, qui va multiplier les armées de réserve du capitalisme, hein, les femmes qui rentrent dans le marché du travail, les immigrés, etc. Et cette société familiale, cette dislocation de la famille, pour avoir que des monades individualistes qui ne sont que des consommateurs. Engels, j'ai retrouvé des textes très intéressants, Michéa a retrouvé des textes très intéressants, Engels l'avait prévu. Il avait dit, maintenant, il ne reste plus qu'à détruire la famille pour qu'il y ait vraiment la guerre de tous contre tous, et que ce ne soit plus que des individus, qu'il n'y ait plus rien qui résiste au marché. Eh bien, on y est.